Greg Germain est un acteur, un metteur en scène et il pratique également le doublage. Interview. La série télévisée Médecin de nuit a lancé ta carrière à une époque où les Noirs francophones n'avaient pas une grande visibilité. Avec du recul, tu en penses quoi? D'abord, je voudrais dire que ça n'est pas la première chose. Je ne suis pas comme ça arrivé à la télévision pour faire cette série Médecin de nuit, puisqu'il y a eu un casting assez long d'ailleurs. En fait, ça faisait déjà près de 6 ans que je faisais du théâtre avec un grand metteur en scène qui s'appelle Antoine Bourseiller. Et plusieurs de mes compatriotes qui étaient étudiants à ce moment-là, d'ailleurs, sont venus quand je jouais à Aix, à Toulouse, à Marseille, à Montpellier, sont venus voir les pièces de théâtre que je jouais. La série télévisée est venue parce que, alors il faut que je raconte cette anecdote, il y avait un premier assistant qui s'appelait Yves Lefebvre dans un film que j'ai fait avant, qui s'appelait Borsalino & Co, où j'avais un petit rôle aux côtés d'Alain Delon. Et le premier assistant m'avait vu là, et lorsque la série, lorsque Telle France, puisque c'était la société de production, cherchait pour Antenne 2 un médecin noir dans cette série Médecin de nuit, ils sont venus naturellement me trouver. Cette série a été écrite par Bernard Kouchner parce que Bernard avait, quand il était médecin, enfin étudiant en médecine, un ami martiniquais qui s'appelait Alpha, de la famille Alpha. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans cette série, je m'appelle Alpha. Cette série a duré effectivement 7 ans. Ça sortait tous les vendredis soirs. La France entière était devant sa télévision et j'ai reçu des milliers de lettres. Alors ce que j'en pense, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis aussi content parce que la chance a été provoquée par le fait qu'un premier assistant m'a d'abord vu, etc. Mais aussi un petit peu d'amertume parce que je me dis c'était le moment où la France commençait à s'amuse et malheureusement est arrivée l'extrême droite, on peut le dire, Jean-Marie Le Pen, 3 millions de Français, 3 millions de chômeurs, 3 millions d'étrangers, 3 millions de... etc. Les télévisions ont commencé à se crisper et les scénarios que je recevais, c'était, je peux le dire, pardon pour tes auditeurs, des scénarios de merde. Des scénarios où il y avait un voleur, un petit bandit, un voleur de bicyclette, un dealer, un drogué, etc. Ce sont des scénarios que j'ai absolument refusés. Je n'ai jamais voulu faire ce genre de film et j'en suis, ça, pour ce côté-là, très fier. Tu as milité pour que les Français d'outre-mer soient beaucoup plus présents au cinéma et au théâtre. Es-tu satisfait aujourd'hui? C'est un combat ce sont des combats qu'il faut mener. Comment je peux dire ça? C'est pas une seule génération qui peut gagner des combats comme ça. La France est un vieux pays. Aujourd'hui, tout à fait crispé sur lui-même. Quand j'entends ce que j'entends à la télévision aujourd'hui, avec les Zemmour, les Le Pen, même aujourd'hui la droite française, dite la droite républicaine, reprend à son compte les théories et les thèses de l'extrême droite. Si je n'écoute que l'extrême droite française, et si j'étais français blanc, hein, parce que je suis français, j'ai un passeport français, si j'étais français blanc, je me serais enfermé dans une armoire avec un fusil à attendre que les envahisseurs arrivent pour les flinguer avant qu'ils ne me flinguent. Si j'écoute ça. Donc on voit bien que c'est un vieux pays qui est crispé sur lui et chaque génération doit éternellement recommencer ce qu'a fait l'autre. Frantz Fanon disait, il appartient à chaque génération d'accomplir son destin ou de le trahir. Moi, je pense avoir accompli le mien. Pas son destin, sa mission, pardon. Il appartient à chaque génération d'accomplir sa mission, de se la fixer, de la trahir ou de la remplir. Moi, je pense que j'ai essayé, en tout cas, de la remplir. J'ai fait ce que j'ai pu. As-tu des regrets dans ta carrière? Non, parce que regretter quelque chose, non, je me dis aujourd'hui, il y a des trucs que j'aurais peut-être mieux fait. Peut-être que je n'avais pas assez le couteau entre les dents. C'est pas aller chercher des choses, non pas démarcher, mais se présenter, aller, on dit, tiens, il y a un casting qui se fait là, ouais, d'accord, le rôle est pas terrible, mais il faut quand même y aller. Non, je ne regrette pas ça finalement, parce que j'ai fait, Jean-Manuel, ce que j'ai voulu. Et ce que j'ai voulu faire, je crois l'avoir bien fait.
J'ai fait de la télévision. J'étais un honnête acteur, reconnu par ses pairs, plutôt bon. J'ai fait du cinéma, là aussi. J'ai fait du doublage. Je suis la voix française de Will Smith encore aujourd'hui. J'ai fait 24 de ces 28 films. J'ai fait une série qui s'appelle Le Prince de Bel-Air. Puis ensuite, j'ai fait du théâtre. J'ai mon théâtre. Personne ne peut dire ça. Aucun petit Guadeloupéen ou Martiniquais ou Domien ne peut dire, moi, j'ai un théâtre en France qui est à moi, que j'ai fait de mes mains dans une vieille chapelle datant du XVIIe siècle. Je l'ai transformé en théâtre. Et même si aujourd'hui, et nous en parlerons peut-être après, je suis tout à fait fier de ce que j'ai réalisé. Et puis la société de production qui me permet de filmer des pièces, des concerts qui viennent de mes départements de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de Nouvelle-Calédonie. J'ai fait ce que j'ai pu. Tu es la voix francophone de Will Smith, mais l'as-tu rencontré? Oui, je l'ai rencontré 2 fois, une fois à Paris et une fois en Californie, à Los Angeles. À Paris parce qu'il était venu présenter un film superbe, mais vraiment magnifique, qui s'appelle À la poursuite du bonheur, où il est tout seul avec son fils. Ils sont dans les rues de New York ou de je ne sais quelle ville et il n'a pas d'endroit où dormir et en même temps film magnifique. Nous nous sommes rencontrés à ce sujet. Il était formidable parce qu'il m'a dit c'est une voix qui me plaît beaucoup, cette voix française que je ne connaissais pas et ça me plaît beaucoup. Et puis la deuxième fois en Californie il y a 6 ans. Je sais pas je sais pas pour quel film, on s'était donné rendez-vous là-bas et on s'est rencontrés pendant une demi-heure. Ce sont des gens très occupés, tu sais. Moi, j'étais en vacances. Quel est ton meilleur souvenir en tant que comédien? C'est toujours très difficile pour un acteur de répondre à cette question. Le meilleur souvenir pour un comédien, c'est toujours le prochain. C'est le prochain film qu'on va faire, c'est la prochaine pièce qu'on va jouer, c'est le prochain doublage qu'on va réaliser. Moi, par exemple, dernièrement, je doublais le dernier film de Will Smith, La méthode William, c'est sur le père des sœurs Williams, là, Edward Williams, oui, c'est ça. Et c'est un film que j'ai pris beaucoup de plaisir à doubler. D'ailleurs, le directeur artistique, c'était un Martiniquais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thierry Desroses, qui est acteur lui aussi. Et voilà, ça c'est un bon souvenir. Bon, non, honnêtement, tous les films que j'ai faits m'ont laissé un merveilleux souvenir, vraiment. Même ceux que j'ai faits en Guadeloupe, pour dire. En tant que spectateur, quels sont les 3 films qui t'ont le plus marqué? C'est une question difficile. Est-ce que j'ai le droit de mettre des films internationaux? Bien sûr. Bon, alors il y a un film anglais qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelait My Little Laundrette. C'est un film anglais des années 80, oui, qui concerne une équipe comment ça s'appelle déjà, de cricket anglaise qui va jouer à l'extérieur et qui est constituée de Pakistanais et d'Indiens. Et la vision des Anglais traditionnels pour ces Pakistanais et ces Indiens, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. J'aime aussi beaucoup Quentin Tarantino et notamment dans Django, dans son dernier film, pas le dernier Django, mais aussi j'aime bien celui qu'il a fait avec Samuel L. Jackson, qui se passe dans le nord canadien, dans le nord américain, etc., par temps de neige. Et puis un film français que j'aime bien, le dernier qui est sorti, qui s'appelle Adieu les cons, d'Albert Dupontel, avec une actrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Virginie Efira. Elle est magnifique. Quand tu regardes les films d'aujourd'hui, quel acteur te fait rêver? C'est une question difficile. En général, les acteurs aiment pas trop répondre à cette question. Mais ce que j'aime, ce sont les bons acteurs. Will Smith est un très bon acteur. Gérard Depardieu est un remarquable acteur. Donc, moi, j'aime les acteurs, j'aime les actrices, non pas en tant que, entre guillemets, homme qui aime une femme, mais parce que je trouve que c'est souvent exceptionnel ce que les acteurs ou les actrices peuvent faire.
rentrer dans un personnage, l'interpréter à tel point qu'on ne voit pas sa propre personnalité. Je trouve que c'est un exercice extrêmement difficile, et quand c'est bien fait, on est fatalement attiré et on aime la personne qui réalise un tel exercice. Quelles sont tes passions dans la vie? Alors, elles s'amenuisent, comme tu sais. Plus on vieillit, moins on a de passion, hélas. Alors, j'essaie quand même d'entretenir cette flamme. Ma passion, c'est le football. Je peux plus y jouer, c'est vrai. Et depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, hélas. Mais j'adore toujours le football. Je trouve que c'est un sport très particulier. Je crois que quand il y a la Coupe du Monde, par exemple, et qu'il y a 2 milliards de personnes qui regardent un match, et que ces 2 milliards de personnes, au moment où un des meilleurs joueurs sur le terrain touche le ballon ou fait un dribble, et que tout le monde se lève en faisant « Ah !» c'est extraordinaire. J'aurais aimé un jour qu'un acteur puisse faire un geste, dire une phrase, et que 2 milliards d'individus fassent « Ah !» Vous en voyez ça? Bon, ça ne pourra jamais arriver, ou qu'un peintre, ou qu'un... Mais voilà, j'aime beaucoup le football, c'est une passion chez moi, vraiment. J'aime aussi, bien entendu, la réalisation cinématographique. J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, j'ai une société de production qui s'appelle Axe Sud, et avec laquelle, d'ailleurs, dans le droit fil du fait de vouloir faire quelque chose, non pas seulement pour mes compatriotes, mais pour réaliser quelque chose, pour combattre le racisme ambiant qu'il y a en France, en Occident, il faut absolument que nous nous montrions. J'ai beaucoup de mal à me vendre, mais je peux vendre d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle je fais beaucoup de captations de pièces de théâtre de mes compatriotes. Dernièrement, par exemple, j'ai filmé une pièce, pas dernièrement, la pièce Wopso, une pièce martiniquaise de Marius Gottin. Il y a 2 acteurs merveilleux là-dedans, et c'est sorti en France et tout le monde a dit mais c'est magnifique, qui sont ces acteurs, etc. Donc c'est ce que j'aime réaliser, vraiment. Essayer de faire en sorte que notre culture, nos imaginaires, ceux qui interprètent ces imaginaires, les actrices, les acteurs qui constituent cette outre-mer et sa diversité, en même temps singulière, puissent pouvoir s'exprimer dans le monde. C'est ce que je voudrais surtout. Tu aimes le football. Ouais. Quels sont les joueurs qui t'ont fait rêver au passé et au présent? Alors, il y a des monuments. Si on parle de footballeurs français, il y a des monuments. Trésor, c'est un monument. J'ai joué avec lui. Jean Vion, c'est un monument. Ce sont des footballeurs. Bon, alors Platini, oui, mais enfin bon, le joueur qui est pour moi le premier, c'est Pelé. Et en même temps, il y a un Argentin qui s'appelle Messi, et c'était un grand joueur, vraiment un joueur exceptionnel. Oui, ce sont ces joueurs-là qui me font rêver, mais j'ai beaucoup joué au football. Je ne suis pas un génie au football, mais j'avais un souffle inépuisable, et j'étais un joueur-boule, tu vois, et comme on dit chez moi, en tant chien-boule. Et ça, j'aime bien aussi voir les gens qui courent tout le temps sur le terrain. Et pour les plus jeunes, je vais citer ce garçon africain, je ne sais pas d'où, ce garçon français d'origine africaine qui s'appelle N'Golo Kanté et qui joue en ce moment à Chelsea. Bouta, il faut, vraiment. Il met le moteur en route au début et il roule. Et quand il est dans une équipe et qu'il est en forme, cette équipe-là ne perd pas. Jamais. En Europe, tu supportes quelle équipe? Alors, je vais vous dire, ça va Nantes, parce que j'ai toujours aimé son beau jeu. J'ai beaucoup aimé le Paris Saint-Germain parce que de mes meilleurs amis était Francis Borrelli, le président à l'époque. Et puis quand Francis est parti, je n'ai plus aimé le Paris Saint-Germain. Et donc, mais j'avais toujours 2 équipes, Nantes et le Paris Saint-Germain. Donc, en France, c'est Nantes. En Angleterre, c'est Arsenal, parce qu'il y avait beaucoup d'Antillais. Wiltor, Henry, à l'époque, hein, je sais pas si vous vous souvenez. Et donc, je continue à beaucoup aimer Arsenal. Et puis en Espagne, évidemment, le Barça, puisqu'il y avait Messi. Mais je pourrais rester des heures à parler football.
Voilà. Non, plus précisément, là où, par exemple, pour ce théâtre que j'ai, dont la salle s'appelle d'ailleurs Édouard Glissant, qui est un grand philosophe martiniquais, qui est un grand philosophe français, originaire de la Martinique, et que mes compatriotes français, blancs, en Europe, là-bas, en France, dans le petit hexagone ne connaissent pas assez cet homme qui a, après Césaire, porté si haut les imaginaires de la créolité, les imaginaires de ce que nous sommes, des peuples que nous représentons, qui n'est pas assez étudié en France, mais très largement aux États-Unis ou en Angleterre. Et je suis très très heureux d'avoir rencontré Édouard Glissant pendant les 30 dernières années de sa vie. La salle de mon théâtre s'appelle Salle Édouard Glissant, et il venait tous les ans, Édouard passait une semaine à la chapelle du Verbe incarné, distillait la bonne parole avec Edoui Plenel, un autre de nos acolytes, dans des choses qui vont être réunies dans un livre qui va s'appeler Les Entretiens de la chapelle, Les Entretiens d'Avignon. Quel est ton livre préféré d'Édouard Glissant? Poétique de la relation. Extraordinaire. Extraordinaire. Poétique de la relation, je pourrais tout de suite. La première page, c'est ce qui pétrifie dans l'expérience des Africains déportés vers le Nouveau Monde. Sans doute est-ce l'inconnu affronté sans préparation ni défi. La première nuit fut de GN, etc. Je pourrais aller plus loin. Et la dernière page, la page de garde, c'est écrit « J'appelle qu'à au monde le possible aujourd'hui, la rencontre des imaginaires qui se télescopent, s'entrechoquent, se bousculent, se transforment lentement ou à vitesse foudroyante. Ces éclats, ces éclatements dont nous n'avons pas encore commencé à percevoir le sens, et ces éclatements dont nous n'avons pas encore commencé à saisir le sens, et dont nous ne pouvons pas percevoir l'emportement, le cas au monde. » C'est la poétique du tout monde, c'est extraordinaire. Édouard Glissant, c'est l'un des plus grands auteurs de ce siècle. En tout cas, un des plus grands philosophes.